Europe 1. 18h30 sur Europe 1. Nous sommes toujours en plateau avec nos invités Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Emmanuel Voguet, communicant politique, président de Narrative, et le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Ragnel. Emmanuel Voguet, sur cette temporalité des élections législatives, le fait qu'elles ne suivent pas une présidentielle, est-ce que ça aussi, ça peut expliquer ce regain de participation ? Parce est-ce que les électeurs sont dans la même logique ? Ils sont pas dans la même logique, non. Historiquement parlant, la Ve République et le changement de temporalité du mandat présidentiel en le synchronisant avec les élections législatives a toujours permis au président qui arrive au pouvoir de synchroniser son pouvoir avec celui d'une Assemblée nationale à sa main. C'est ce qu'on appelle le fait majoritaire. C'est le fait majoritaire, absolument, et donc chaque président a bénéficié de cela. Là, c'est naturellement plus le cas, puisque le président a décidé de sa propre gouverne, personne ne le lui demandait de dissoudre. Donc on n'est pas sur un moment où les Français veulent donner la possibilité au chef de l'État nouvellement élu d'appliquer son programme pour pouvoir juger sur pièce. C'est ça la difficulté. Et donc là, aujourd'hui, on a, à travers ce scrutin aussi, une reprise de pouvoir assez forte, me semble-t-il, de l'Assemblée nationale, parce que demain, en fonction de ce qu'il va se passer, vous allez avoir un président qui pourra bénéficier d'une majorité relative ou de rentrer en cohabitation et d'être quelque part un cavalier sans tête. Donc on est dans une logique qui n'a strictement rien à voir avec celle de l'élection législative traditionnelle qui suit l'élection présidentielle. Arnaud Benedetti. En fait, vous avez trois hypothèses. Vous avez soit une majorité absolue, soit vous avez une majorité relative, mais cette majorité relative, il faut savoir qui la porte. Est-ce que c'est une majorité relative de coalition ? Est-ce que c'est une majorité relative qui serait opposée finalement au président de la République ? Et dans ce cas-là, on rentrerait dans un scénario de cohabitation. La troisième hypothèse, qu'il ne faut pas non plus exclure, c'est que, je veux dire, on se retrouve dans cette situation totalement inédite sous la Ve République, sans majorité du tout. C'est-à-dire avec l'incapacité, en tout cas dans un premier temps, de pouvoir former un gouvernement faute de majorité. Et ça serait... ce qui serait... C'est le scénario catastrophe, scénario chaotique. C'est-à-dire, ce serait un épisode, ça serait du jamais vu sous la Ve République. Je rappelle quand même que la Ve République a été pensée encore une fois par le général de Gaulle pour pouvoir produire des majorités, en principe d'ailleurs des majorités absolues. C'était pour ça qu'on avait choisi ce mode de scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, qui était un scrutin couperé, et qui permet justement d'éviter ce que l'on connaît avec la proportionnelle. Donc on se retrouverait en effet dans une situation qui serait totalement insolite, qui poserait un vrai problème institutionnel dans, j'allais dire, le fonctionnement de la Ve République. Ça serait là pour le coup quelque chose d'inattendu. Mais on imagine qu'il y a quelque chose de... Enfin, évidemment, il y a forcément quelque chose de prévu. C'est pas une totale inconnue, je veux dire, même si on... Vous imaginez que le président de la République a tout anticipé ? Non, c'est-à-dire que là pour le coup c'est... il y a toujours on peut évidemment imaginer des hypothèses. On parle de gouvernement technique, mais un gouvernement technique en France, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qu'on peut voir éventuellement en Italie, ce qu'on peut voir éventuellement en Belgique. Ça existe pour gérer les affaires courantes, mais c'est une situation qui, en termes de culture politique par rapport à la Ve République, serait tout à fait nouveau. Si vous voulez, on n'est plus sous la 4e, on n'est plus sous la 3e République, avec la Ve République. Messieurs, on va continuer à parler de ces scénarios possibles. Je voudrais, avant cela, on est en direct, qu'on retrouve Arthur Delaborde. Bonsoir Arthur. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Vous êtes en direct du QG du nouveau Front Populaire dans le 10e arrondissement de Paris. Il y a déjà des militants qui arrivent. Quelle est l'ambiance ? Alors c'est plutôt calme ici, pas encore de militants, et c'est bien le QG des Insoumis, puisque le nouveau Front Populaire passe cette soirée en ordre dispersé, avec des soirées électorales dans les différents sièges des partis, que ce soit socialistes ou chez les Verts. Ici à la Faïencerie, ancien immeuble industriel du 10e arrondissement de Paris, Jean-Luc Mélenchon va suivre l'annonce des résultats avec sa garde rapprochée, des élus notamment comme Mathilde Panot, Clémence Guettet ou Manuel Bompard.
l'ambiance est, je vous le disais, encore relativement calme, pas de militants encore. L'enjeu en tout cas est évidemment important ce soir pour les Insoumis qui comptent le plus grand nombre de candidats au sein de cette alliance de gauche. Pas de confirmation à ce stade, mais Jean-Luc Mélenchon pourrait prendre la parole après l'annonce des premiers résultats dans 1h30 à 20h30. Les Insoumis ont en tout cas prévu, dans 2 heures d'ailleurs, 20h30, les Insoumis ont en tout cas prévu de quitter cet immeuble de la Faïencerie à 21h30 pour se rendre place de la République à environ 1 kilomètre d'ici et retrouver tous les autres membres de ce nouveau Front populaire. Et c'est notamment Manuel Bompard qui devrait s'exprimer, prendre la parole depuis cette place de la République entourée des autres membres de ce nouveau Front populaire, notamment les socialistes et les Verts. Arthur Delaborde en direct de la Faïencerie dans le 10e arrondissement de Paris, le QG du nouveau Front populaire. Louis Dragnel, on parlait avant de retrouver Arthur des scénarios possibles. Bon, là, on se projette un peu après le second tour. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de majorité Alors, vous trois, messieurs, vous me disiez le chaos. J'avais l'impression que c'était un peu ça qui dominait. C'est le chaos parce ou que l'inconnu. En fait, je vais vous expliquer, et c'est encore pire que ce qui se passait sous la 4ème République, puisque la 4ème République était faite pour ça. Oui. Là où la 5ème n'est absolument pas faite pour ça, où globalement c'est un régime présidentiel, la 5ème République, où si vous voulez, l'initiative parlementaire, la manière de conduire le pays vient d'en haut, vient du président de la République vers le bas. Et là, vous allez avoir en fait un entrechoquement avec d'un côté le président qui veut des choses, voilà, et qui envoie vers l'Assemblée un message ou une commande, et de l'autre côté le Parlement qui ne répond pas, puisqu'en fait il n'y a pas de possibilité de départager un bloc, un des 3 blocs, extrême gauche, centre et droite nationale. Et donc, il est tout à fait possible qu'il ne se passe rien. Et donc, là, tout est possible. On n'a jamais vraiment vécu ça. On n'a vraiment jamais vécu ça. Et vous parlez de la 4ème République. On se rappelle que c'était aussi une république un peu de la paralysie. C'était ça qui était très compliqué. C'était la République de la paralysie qui a quand même... Alors, on lui reproche beaucoup de choses, mais l'administration avait pris du coup beaucoup de place. Et l'administration avait réussi à conduire quand même, malgré tout, un certain nombre de réformes. Mais on s'était dit à l'époque, c'était surtout le général de Gaulle, il voulait redonner vraiment toute la place aux politiques pour prendre les décisions et faire en sorte que ce soit plus l'administration qui s'occupe de conduire le pays. Il y avait une très grande différence, c'est que sous la 4ème République, quand un cabinet, c'était ce qu'on appelait le cabinet, c'est-à-dire le gouvernement sautait, on pouvait le remplacer et retourner aux urnes. Là, on est dans un blocage absolu parce que n'oubliez pas que on ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale pendant 1 an. Et quand je dis qu'on ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale pendant 1 an, même s'il prenait au président de la République de quitter le pouvoir, son successeur ne pourrait pas dissoudre l'Assemblée nationale. En revanche, il peut faire des jeux de coalition. Alors, voilà. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait dire, sur ce texte-là, on va s'entendre avec des gens, des socialistes. Allez-y, je vous ai le problème, c'est que c'est pas l'esprit de la 5ème République. La 5ème République, c'est l'antithèse de la 4ème République. C'est comme ça qu'elle avait été pensée et qu'elle avait été conçue. Si vous voulez, la 4ème et la 3ème République permettaient en effet des jeux de coalition, des combinaisons. Qui sont plus possibles. Et c'est bien évidemment contre cela que le général de Gaulle s'est élevé, parce qu'il considérait que c'était paralysant pour l'action du gouvernement. Il avait raison. Et il avait d'ailleurs pas tout à fait tort en l'occurrence. Et donc c'est pour ça qu'on est encore une fois, on se retrouvait dans une situation, je le répète, encore une fois, qui serait pour le coup assez atypique. On est clairement là dans de la politique fiction, parce qu'évidemment on ne sait pas du tout ce qui va se passer ni d'ici 1h30, ni la semaine prochaine dans l'entre-deux tours, exactement. On va retrouver Frédéric Michel à Nice. Frédéric Michel qui est du côté d'Éric Ciotti à Nice. Oui, c'est ici à Nice, chez lui, qu'Éric Ciotti va vivre ce premier tour des élections législatives. Un pupitre et un podium pour les nombreuses caméras présentes ont été installés ici devant le siège de la permanence, où le président contesté du Parti républicain est arrivé il y a environ 1 heure. Il est en réunion actuellement avec ses collaborateurs. Éric Ciotti ne devrait pas prendre la parole avant 21h15, 21h30. Il a voté ce matin, 11h30, dans la première circonscription du centre-ville de Nice, à l'école maternelle des Baumettes, où les électeurs étaient beaucoup plus nombreux qu'il y a 3 semaines pour les élections européennes. D'ailleurs, dans les Alpes-Maritimes, le taux de participation à 17h était de 54,48%. C'est un peu moins bien que la moyenne nationale, mais nettement supérieur à la participation des législatives de 2022. Frédéric Michel au QG du LR, Éric Ciotti. On va parler, vous en parliez, Louis Dragnel, des possibles triangulaires, parce qu'on parlait de la participation historique. Je rappelle un 59,39% à 17h. Et donc,
vous nous disiez en début d'émission qu'il y avait un grand scénario de triangulaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces scénarios-là? Est-ce que c'est un scénario si atypique? Alors c'est atypique en tout cas par rapport à aux élections législatives de 2022 puisqu'il y avait simplement eu 8 triangulaires en 2022. Pourquoi ? Parce que la participation était bien plus faible. Pour pouvoir se qualifier au deuxième tour des élections législatives, il faut faire plus de 12,5% des inscrits en nombre de voix. Voilà. Et dans la mesure où il y a une participation très forte, eh bien mécaniquement, vous allez avoir beaucoup plus de candidats qui peuvent se qualifier au deuxième tour. Et donc, quand vous êtes dans une configuration comme celle-là, ça suppose qu'il y ait beaucoup de jeux d'alliances, de retraits, de combinaisons dont parlait d'ailleurs Arnaud Benedetti à l'instant. Donc, des combinaisons pour le coup à l'échelon très local. Et ce qui va être compliqué pour les appareils, eh bien, c'est que la réalité d'une circonscription n'est pas du tout la même que la réalité d'une autre circonscription. Et dans certains cas, vous pouvez avoir intérêt à dealer avec quelqu'un qui est d'une certaine couleur politique, et dans d'autres, pas du tout, dans un autre département. Donc ça va être compliqué pour tout le monde. En réalité, ça va être compliqué pour tout le monde, ça va profiter à personne. Et je pense qu'il y aura quand même, sans doute, un parti qui jouera un rôle très important dans ces histoires de retrait ou de soutien. Ça va être le parti présidentiel Renaissance. On va évidemment poursuivre cette conversation et surtout sur ces scénarios de triangulaire dans un instant. Et je vous rappelle, les résultats sont attendus d'ici 20h, les premiers résultats. Et puis, soirée spéciale sur Europe 1 et CNews à partir de 19h30 avec Laurence Ferrari et Pierre de Villenoix. Tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Wilfried de Villers. Il est 18h45 sur Europe 1, soirée d'Europe 1, soir week-end consacré au premier tour des élections législatives. Et nous allons directement au Puy-en-Velay où nous retrouvons Jean-Luc Boujon dans la première circonscription de Haute-Loire, celle de Laurent Wauquiez. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Wilfried. Alors il y a encore du monde est-ce qu'il y a du monde au QG de campagne de Laurent Wauquiez? Est-ce que ça commence à s'animer à 1h15 des premiers résultats? Alors pour l'instant, pour être honnête, c'est encore calme au QG de Laurent Wauquiez. On est dans le centre de Puy-en-Velay où le candidat LR doit arriver incessamment sous peu et prendre la parole a priori autour de 20h30. Il a voté ce matin à la mairie du Puy en compagnie de son épouse. Laurent Wauquiez qui est clairement le régional de l'étape, très très implanté ici. Il a été maire du Puy, député ici à 2 reprises, président évidemment de la région Auvergne-Rhône-Alpes également. Tout le monde ici connaît Laurent Wauquiez qui a axé d'ailleurs toute sa campagne sur cet ancrage local. Face à lui, le candidat RN Alexandre Zay qui peut s'appuyer lui sur une dynamique très forte du RN puisque dans cette première circonscription de Haute-Loire, eh bien le RN a tutoyé les 40% il y a 15 jours aux élections européennes. Ce pourrait donc être assez serré, d'autant qu'il ne faut pas négliger la candidate du nouveau Front Populaire, l'écologiste Céline Gacon, qui s'était hissée au deuxième tour il y a 2 ans des législatives. Voilà donc l'enjeu sur fond là aussi de très forte participation, 66% à 17h, 18 points de plus par rapport au scrutin de 2022. Jean-Luc Boujon en direct du Puy-en-Velay au QG de campagne de Laurent Wauquiez dans la première circonscription de Haute-Loire. Et nous sommes en ligne avec Bruno Cotresse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po. Alors, depuis 45 minutes sur Europe 1, on parle justement de cette participation historique des Français. Je rappelle ce chiffre, 59,39% à 17h. Comment est-ce que vous analysez cette participation, Bruno Cotresse ? Eh bien, au fond, vous voyez, on est en train de revenir à un modèle où les élections législatives sont déconnectées, décorrélées de l'élection présidentielle, ce qui était le modèle auquel on était habitué depuis 2002. En fait, fondamentalement, vous savez, à la fois le quinquennat et l'inversion du calendrier par Lionel Jospin en 2002, on va revenir sans doute à un niveau de participation des années 1990, comparable à celui des législatives 93, 97. Donc, lorsqu'on a des élections législatives qui ont un enjeu qui est bien identifiable, il s'agit de confronter des programmes et des propositions politiques, ça motive les électeurs. Vous savez, ça c'est une excellente nouvelle pour notre système démocratique qui en a tellement besoin. Bruno Cotresse, est-ce que pour vous, ces législatives, elles pourraient mener à un véritable bouleversement du paysage politique français? Est-ce que ça pourrait rebattre les cartes, notamment à l'Assemblée nationale? On verra, il est vraiment trop tôt pour le dire, mais effectivement, ce sont des élections législatives dont les Françaises et les Français ont compris qu'elles avaient précisément cet enjeu. Est-ce que ce sont ces élections législatives qui vont conduire à un changement de majorité? Si changement de majorité il y a
quelle est la direction de ce changement de majorité? Allons-nous avoir majorité absolue, majorité relative, comme c'était le cas jusqu'à présent? Donc on voit visiblement, en tout cas, que le corps électoral, lui, il a bien compris cet enjeu, alors même que le corps électoral avait un sentiment d'incompréhension, de perplexité sur la décision qu'avait prise Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Il y avait cette incompréhension de la dissolution et en même temps on se rend massivement aux urnes. Oui, c'est ça qui est assez fascinant d'ailleurs aujourd'hui. Si les ressorts de la décision du chef de l'État lui appartiennent et ne sont pas apparus extrêmement clairs, on voit que l'occasion a été saisie par les électrices et les électeurs de dire ce qu'ils pensaient de la situation, d'exprimer au fond ce qu'ils souhaitaient, même peut-être indépendamment de l'intention qu'avait le chef de l'État. Nous verrons ce soir à l'issue des résultats si l'intention du chef de l'État qui était d'obtenir une majorité absolue qui lui soit favorable a été suivie des faits ou si c'est l'effet inverse qui a été. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les électrices et les électeurs, eux, n'ont pas manqué l'occasion. Alors, il reste quand même de l'abstention. Si les estimations de participation se confirment, qu'on serait autour de 67-68% de participation, ça veut quand même dire qu'il reste pratiquement un tiers de l'électorat qui ne s'est pas déplacé. Donc, il y aura quand même encore à travailler sur ce sujet de faire en sorte que davantage d'électeurs viennent aux urnes. Arnaud Benedetti, sur cette question de la participation, plus de 67%, c'est une estimation selon un sondage Ipsos. Non, mais encore une fois, c'est une participation forte par rapport au dernier scrutin, ça c'est évident. Mais si vous voulez, encore une fois, dans l'histoire des élections législatives de la Ve République, c'est une participation qui est en deçà de ce que l'on a pu connaître par le passé. Donc on peut imaginer que le second tour, compte tenu de la dramaturgie propre au contexte politique, va peut-être là aussi voir une augmentation, encore une fois, au second tour de la participation. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait connu là aussi en 97 où on avait gagné, je crois, 2 points et demi de participation entre le premier et le second tour. Donc ça, on verra ça évidemment un peu plus tard dans la soirée. Bruno Cotresse, avec nos autres invités, Emmanuel Voguet, Arnaud Benedetti, on parlait de la motivation qu'il y avait derrière ce vote, derrière cette participation, et puis on évoquait un certain vote de peur. Est-ce que c'est aussi le regard que vous portez sur ce premier tour, sur ce scrutin ? Alors qu'il y a de la motivation pour les électeurs, oui, incontestablement. On a posé dans l'enquête que le CEVIPOF a réalisée avec d'autres partenaires, juste avant le premier tour, on avait demandé ce que les électrices et les électeurs pensaient de la dissolution. Il y avait de l'incompréhension, mais il y avait aussi de l'espoir. Alors ce qui est incroyable, c'est que l'espoir était davantage dans le camp des oppositions que dans le camp de la majorité. Donc il y avait bien sûr de la motivation. Et puis, comme toute grande décision, il s'agit quand même d'une très grande décision de savoir qui va diriger notre pays. Il peut y avoir aussi à la fois de l'adhésion, mais en même temps, effectivement, la volonté de faire barrage ou la volonté de choisir une option politique plutôt qu'une autre. Donc, vous savez, le vote a un certain nombre de lois, mais il a aussi ces quelques mystères. Et en tout cas, aujourd'hui, on a effectivement quelque chose que j'interprète d'abord et avant tout comme une très bonne nouvelle pour notre vie démocratique de voir davantage de participation aux élections législatives. C'est vrai que c'était terrible de voir en 2017, en 2022, l'abstention qui avait été majoritaire pour choisir, excusez du peu, le législateur, ce qui dans un système démocratique est tout sauf anecdotique. Je voudrais qu'on s'intéresse aussi à cette campagne qui a été express, 3 semaines seulement de campagne. Les candidats ont véritablement fait un contre-la-montre en quelque sorte. Emmanuel Voguet, là c'était express et en même temps, est-ce qu'ils ont réussi à convaincre? Cela reste à voir, mais avec la participation, on peut se dire que ça a quand même motivé un certain nombre d'électeurs à se rendre aux urnes. Est-ce que c'est la campagne qu'ont fait les candidats qui a convaincu les électeurs de se rendre aux urnes ou les enjeux? Ça, on ne le saura jamais. C'est pire que ce que vous dites parce que c'est pas 15 jours de campagne, c'est une semaine de campagne. 15 jours de campagne et pas 3 semaines. Puisque pendant une semaine, c'était le moment des alliances, le moment des appareils. Et puis, le vendredi, on dépose et ensuite, on a 15 jours de campagne. Grosso modo, on a enjambé le débat de la campagne pour ces élections législatives, comme le président de la République a enjambé le débat au moment de l'élection présidentielle en 2022, et comme il a enjambé le débat pour les élections législatives de 2022 qui ont suivi les élections présidentielles. Donc depuis 2017, on n'a jamais eu
de véritables débats sur le fond, dans la longueur, pour ce que doit être un projet de gouvernement. Donc c'est aussi la raison pour laquelle les lignes peuvent que très difficilement bouger. Alors après, il peut y avoir aussi une surprise et des corrections après 20h. C'est que n'oublions pas que les grandes villes ferment à 22h et que plus l'écart annoncé à 20h sera faible, s'il est faible, entre les différents courants, et plus la correction peut être forte dans les grandes villes. Car on a bien vu aux élections européennes que la carte électorale n'est pas du tout la même entre les grands ensembles urbains et notamment Paris avec le reste de la France. Et ce sera naturellement un des enjeux qu'il faudra regarder avec beaucoup de précision après 20h. Bruno Cotresse, ça aussi, il y a cette attente là pour y voir évidemment plus clair d'ici 20h. Oui, bien évidemment. Il faudra, comme toujours dans toute soirée électorale, que les choses se stabilisent. On a vu parfois tout au long de la soirée électorale effectivement des données un petit peu évoluer, mais globalement, on peut quand même dire que les estimations qui vont être données à 20h seront globalement les estimations les plus déjà relativement bien stabilisées. Il n'y aura pas de gigantesques surprises avec des inversions spectaculaires, puisque rappelons que les estimations qui sont données à 20h sont fondées sur des modélisations mathématiques qui justement prennent en compte les différentes heures de fermeture des bureaux de vote et l'éventuel effet qu'il y aurait de correctifs liés à ces différences de fermeture des bureaux de vote. Donc les estimations qui vont être données à 20h, globalement, seront assez stables. Emmanuel Voguet. C'est vrai. Toutes choses égales par ailleurs, souvenons-nous quand même qu'il y a 3 semaines de ça, Madame Aubry a gagné 2,5 points entre 20h et 23h, une fois que les grandes villes avaient été dépouillées. Ça veut dire qu'il peut y avoir des surprises, on n'est jamais à l'abri de surprises. Bruno Cotresse a raison, c'est-à-dire qu'à 20h, on ne va pas inverser le scrutin. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de surprise, j'ai dit il peut y avoir des corrections. Et plus les scores sont serrés, plus les corrections par définition sont importantes à regarder de près. Louis Dragnel, ça veut dire que en fait on dit entre 20h et 21h, 22h, ça peut encore toujours évoluer ces résultats-là, même si, comme Emmanuel Voguet le disait ou Bruno Cotresse, il n'y a pas de grande surprise, mais ça peut ça peut évoluer. Oui, ça évolue, mais voilà, exclusivement sur vraiment ce qui peut être analysé et regardé dans les grandes villes. Donc souvent ça amplifie un peu une tendance, mais ça change pas la donne. Voilà. On parlait de la campagne, Arnaud Benedetti, sur les grands thèmes de cette campagne. Le thème principal pour les Français et pour de nombreux candidats, c'était le pouvoir d'achat. C'est sur ça qu'on... Alors, les grandes thématiques qui ont dominé cette campagne, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'immigration, c'est la sécurité. Quand on regarde, lorsqu'on interroge les Français sur les enjeux qui, à leurs yeux, sont prioritaires, ce sont ces 3 thématiques qui apparaissent de manière assez récurrente et forte. Alors, lors des élections européennes, c'était un peu différent parce que la question du pouvoir d'achat était peut-être un peu moins sensible dans le contexte d'une élection européenne, mais elle avait été, il faut le rappeler, durant l'élection présidentielle, un des sujets majeurs, notamment de cette élection. Dans l'élection européenne, c'était plutôt l'immigration et éventuellement les questions de sécurité, mais là, quand même, on a une dominante dans cette élection législative autour de ces 3 grandes thématiques. Et le pouvoir d'achat, c'est aussi très transpartisan, si j'ose dire. Tous les partis et dans toutes les idéologies, on a évoqué cette thématique du pouvoir d'achat. Oui, parce que, si vous voulez, il y a un enjeu, c'est la bataille pour le vote des classes populaires et des classes moyennes, qui constituent quand même les gros bataillons électoraux. Et on a vu, en effet, l'ensemble des formations, l'ensemble des blocs, rivaliser en termes de propositions quant à cet enjeu. Merci Arnaud Benedetti, et surtout merci à vous Bruno Cotresse qui nous quittait déjà. Je rappelle que vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po. Et puis je vous rappelle un rendez-vous à partir de demain matin, Europe 1 matin, présenté par Dimitri Pavlenko. Ce sera évidemment une matinale spéciale consacrée à cette analyse aux résultats du premier tour des législatives. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1.